Au tigre, au tigre! Reviens-tu content, chasseur fier? Frère, à l'affût, j'eus froid hier. C'est ton gibier que j'aperçois? Frère, il broute encore sous bois. Où donc ta force et ton orgueil? Frère, ils ont fui mon cœur en deuil. Si vite, pourquoi donc courir? Frère, à mon trou, je vais mourir. Quand Mowgli quitta la caverne du loup après sa querelle avec le clan du rocher du Conseil, il descendit aux terres cultivées où habitaient les villageois, mais il ne voulut pas s'y arrêter. La jungle était trop proche, et il savait qu'il s'était fait au moins un ennemi dangereux au Conseil. Il continua sa course par le chemin raboteux qui descendait dans la vallée. Il le suivit au grand trot, d'une seule traite, fit environ 20 miles et parvint à une contrée qu'il ne connaissait pas. La vallée s'ouvrait sur une vaste plaine parsemée de rochers et coupée de ravins. À un bout se tassait un petit village et à l'autre, la jungle touffue s'abaissait rapidement vers les pâturages et s'y arrêtait net, comme si on l'eût tranché d'un coup de bêche. Partout dans la plaine paraissaient des bœufs, des buffles, et quand les petits garçons chargés de la garde des troupeaux aperçurent Mowgli, ils poussèrent des cris et s'enfuirent. Les chiens parias jaunes, qui errent toujours autour d'un village hindou, se mirent à aboyer. Mowgli avança, car il sentait grand faim, et en arrivant à l'entrée du village, il vit le gros buisson épineux que chaque jour au crépuscule l'on tirait devant, poussé sur l'un des côtés. Dit-il, car il avait rencontré plus d'une de ces barricades dans ses expéditions nocturnes en quête de choses à manger. Alors les hommes craignent le peuple de la jungle, même ici. Il s'assit près de la barrière et au premier homme qui sortit, il se leva, ouvrit la bouche, en désigna du doigt le fond pour indiquer qu'il avait besoin de nourriture. L'homme écarquilla les yeux, remonta en courant l'unique rue du village, appelant le prêtre, gros hindou vêtu de blanc avec une marque rouge et jaune sur le front. Le prêtre vint à la barrière, et avec lui, plus de 100 personnes, écarquillant aussi les yeux, pariant, criant, se montrant Mowgli du doigt. Ils n'ont point de façon, ces gens qu'on appelle des hommes, se dit Mowgli. Il n'y a que le singe gris capable de se conduire comme ils le font. Il rejeta en arrière ses longs cheveux, fronça le sourcil en regardant la foule. Qu'y a-t-il là d'effrayant, dit le prêtre. Regardez les marques de ses bras et de ses jambes. Ce sont des morsures des loups. Ce n'est qu'un enfant loup, échappé de la jungle. En jouant avec lui, les petits loups avaient souvent mordu Mowgli plus fort qu'il ne voulait, et il portait aux jambes et aux bras nombre de balafres blanches. Mais il eût été la dernière personne au monde à nommer cela de morsure, car il savait, lui, ce que mordre veut dire. « Arrête, arrête !» crièrent en même temps 2 ou 3 femmes. « Mordu par des loups, pauvre enfant! C'est un beau petit garçon. Il a les yeux comme du feu, parole d'honneur, mais celui-là, il ressemble à ton garçon qui fut enlevé par le tigre. »« Laissez-moi voir !» dit une femme, qui portait de lourds anneaux de cuivre aux poignets et aux chevilles. Elle étendit la main au-dessus de ses yeux pour regarder attentivement Mowgli. « C'est vrai, il est plus maigre, mais il a tout à fait les yeux de mon garçon. » Le prêtre était un habile homme, et savait que Messua la femme du plus riche habitant de l'endroit. Il leva les yeux au ciel pendant 1 minute et dit solennellement « Ce que la jungle a pris, la jungle le rend. Emmène ce garçon chez toi, ma sœur, et n'oublie pas d'honorer le prêtre qui voit si loin dans la vie des hommes. » Par le taureau qui me racheta, dit Mowgli en lui-même. Du diable, si avec toutes ces paroles on ne se croirait pas à un autre examen du clan. Allons, puisque je suis un homme, il faut me conduire en homme. La foule se dispersa en même temps que la femme faisait signe à Mowgli de venir dans sa hutte. Il y avait un lit laqué de rouge, un large récipient à grains en terre cuite, orné de curieux dessins en relief, une demi-douzaine de casseroles en cuivre, l'image d'un dieu hindou dans une petite niche, et sur un mur un vrai miroir, tel qu'il s'en trouve pour 8 sous dans des foires de campagne. Elle lui donna un grand verre de lait et du pain, puis elle pesa la main sur sa tête et le regarda au fond des yeux. Elle pensait que peut-être c'était son fils revenu de la jungle où le tigre l'avait emporté. Aussi lui dit-elle « Natou, Natou !» Mowgli ne parut pas reconnaître ce nom. « Ne te rappelles-tu pas le jour où je t'ai donné des souliers neufs ?» Elle toucha ses pieds, ils étaient presque aussi durs que de la corne. « Non, fit-elle avec tristesse, ces pieds-là n'ont jamais porté de souliers. Mais tu ressembles tout à fait à mon Natou. Tu seras mon fils. » Mowgli éprouvait un malaise parce qu'il n'avait jamais de sa vie été sous un toit, mais en regardant le chaume, il s'aperçut qu'il pourrait l'arracher toutes les fois qu'il voudrait s'en aller. Et d'ailleurs, la fenêtre ne se fermait pas. Puis il se dit « À quoi bon être un homme si on ne comprend pas le langage de l'homme ? À cette heure, je me trouve aussi niais et aussi muet que le serait un homme avec nous dans la jungle.
Il faut que je parle leur langue. Ce n'était pas seulement par jeu qu'il avait appris, pendant qu'il vivait avec les loups, à imiter l'appel du daim dans la jungle et le grognement des marcassins. De même, dès que Messu a prononcé un mot, Mowgli l'imitait, à peu près parfaitement, et avant la nuit, il avait appris le nom de bien des choses dans la hutte. Une difficulté se présenta à l'heure du coucher, parce que Mowgli ne voulait pas dormir emprisonné par rien qui ressemblât à une trappe à panthère autant que cette hutte. Et lorsqu'on ferma la porte, il sortit par la fenêtre. « Laisse-le faire, dit le mari de Messua. Rappelle-toi qu'il n'a peut-être jamais dormi dans un lit. S'il nous a été réellement renvoyé pour remplacer notre fils, il ne s'enfuira pas. » Mowgli alla s'étendre sur l'herbe longue et lustrée qui bordait le champ. Mais il n'avait pas fermé les yeux qu'un museau gris et soyeux se fourra sous son menton. « Pouah !» grommela Frère Gris. C'était l'aîné des petits de Mère Louve. « Voilà un pauvre salaire pour t'avoir suivi pendant 20 miles, tu sens la fumée de bois et l'étable, tout à fait comme un homme déjà. Réveille-toi, petit frère, j'apporte des nouvelles. » « Tout le monde va bien dans la jungle, dit Mowgli, en le serrant dans ses bras. « Tout le monde, sauf les loups qui ont été brûlés par la fleur rouge. Maintenant, écoute. Shere Khan est parti chasser au loin jusqu'à ce que son habit repousse, car il est vilainement roussi. Il jure qu'à son retour, il couchera tes os dans la Wangunga. Nous sommes deux à jurer. Moi aussi, j'ai fait une petite promesse. Mais les nouvelles sont toujours bonnes à savoir. Je suis fatigué ce soir, très fatigué de toutes ces nouveautés. Frère Gris, tiens-moi toujours au courant. Tu n'oublieras pas que tu es un loup? Les hommes ne te le feront pas oublier? Demanda Frère Gris d'une voix inquiète. Jamais. Je me rappellerai toujours que je t'aime, toi et tous ceux de notre caverne. Mais je me rappellerai toujours aussi que j'ai été chassé du clan. Est-ce que tu peux être chassé d'un autre clan? Les hommes ne sont que des hommes, petit frère. Leur bavardage est comme le babil des grenouilles dans la mare. Quand je reviendrai ici, je t'attendrai dans les bambous, au bord du paquet. Pendant les 3 mois qui suivirent cette nuit, Mowgli ne passa guère la barrière du village, tant il besognait à apprendre les us et coutumes des hommes. D'abord, il lui apportait un pagne autour des reins, ce qui l'ennuya horriblement. Ensuite, il lui fallut apprendre ce que c'était que l'argent, à quoi il ne comprenait rien du tout, et le labourage, dont il ne voyait pas l'utilité, puis les petits-enfants du village le mettaient en colère. Heureusement, la loi de la jungle lui avait appris à ne pas se fâcher, car dans la jungle, la vie et la nourriture dépendent du sang-froid. Mais quand ils se moquaient de lui parce qu'il refusait de jouer à leur jeu, comme de lancer un cerf-volant ou parce qu'il prononçait un mot de travers, il avait besoin de se rappeler qu'il est indigne d'un chasseur de tuer des petits tout nus, pour s'empêcher de les prendre et de les casser en deux. Il ne se rendait pas compte de sa force, le moins du monde. Dans la jungle, il se savait faible en comparaison des bêtes, mais dans le village, les gens disaient qu'il était fort comme un taureau. Il ne faisait assurément aucune idée de ce que peut être la crainte. Le jour où le prêtre du village lui déclara que s'il volait ses mangues, le dieu du temple serait en colère, il alla prendre l'image, l'apporta au prêtre dans sa maison et lui demanda de mettre le dieu en colère, parce qu'il aurait plaisir à se battre avec. Ce fut un affreux scandale, mais le prêtre l'étouffa et le mari de Messua paya beaucoup de bon argent pour apaiser le dieu. Mowgli n'avait pas non plus le moindre sentiment de la différence qu'établit la caste entre un homme et un autre homme. Quand l'âne du potier glissait dans l'argilière, Mowgli le hissait dehors par la queue, et il aidait à empiler les pots lorsqu'il partait pour le marché de Kaniwara. Geste un peu plus choquant, attendu que le potier est de basse caste, et son âne pire encore. Si le prêtre le réprimandait, Mowgli le menaçait de le camper aussi sur l'âne, et le prêtre conseilla au mari de Messua de mettre l'enfant au travail aussitôt que possible. En conséquence, le chef du village prescrivit à Mowgli d'avoir à sortir les buffles le jour suivant et de les garder pendant qu'ils seraient à paître. Rien ne pouvait plaire davantage à Mowgli. Le soir même, puisqu'il était chargé d'un service public, il se dirigea vers le cercle de gens qui se réunissaient quotidiennement sur une plateforme en maçonnerie à l'ombre d'un grand figuier. C'était le club du village, et le chef, le veilleur et le barbier, qui savaient tous les potins de l'endroit, et le vieux Bueldo, le chasseur du village qui possédait un mousquet. Ils s'assemblaient et fumaient là. Les singes bavardaient, penchés sur les branches supérieures, et il y avait sous la plateforme un trou, demeure d'un cobra, auquel on servait une petite jatte de lait tous les soirs parce qu'il était sacré. Les vieillards, assis autour de l'arbre, causaient et aspiraient leur gros hookah très avant dans la nuit. Ils racontaient d'étonnantes histoires de dieux, d'hommes et de fantômes, et Buldeo en rapportait de plus étonnantes encore sur les habitudes des bêtes de la jungle jusqu'à faire sortir les yeux de la tête des enfants, assis en dehors du cercle. La plupart des histoires concernaient les animaux, car pour ces villageois, la jungle était toujours à leur porte.
Le daim et le sanglier fouillaient leurs récoltes, et de temps à autre le tigre enlevait un homme au crépuscule en vue des portes du village. Mowgli, qui naturellement connaissait un peu les choses dont il parlait, avait besoin de se cacher la figure, pour qu'on ne le vît pas rire, tant Buldeo et son mousquet en travers des genoux passaient d'une histoire merveilleuse à une autre plus merveilleuse encore, et les épaules de Mowgli en sautaient de gaieté. Buldeo expliquait maintenant comment le tigre qui avait enlevé le fils de Messua était un tigre fantôme, habité par l'âme d'un vieux coquin d'usurier, mort quelques années auparavant. « Et je sais cela, je sais que cela est vrai, dit-il, parce que Purun Das boitait toujours du coup qu'il avait reçu dans une émeute, quand ses livres de contes furent brûlés. Et le tigre dont je parle boite aussi, car ses traces de ses pattes sont inégales. C'est vrai, ce doit être la vérité, approuvèrent ensemble les barbes grises. Toutes vos histoires ne sont-elles que pareilles turlutaines et contes de lune, dit Mowgli. Ce tigre boite parce qu'il est né boiteux, comme chacun le sait, et parler de l'âme d'un usurier dans une bête qui n'a jamais eu le courage d'un chacal, c'est parler comme un enfant. La surprise laissa Buldeo sans parole pendant un moment, et le chef du village ouvrit de grands yeux. « Oh oh, c'est le marmot de la jungle, n'est-ce pas ?» dit enfin Buldeo. « Puisque tu es si malin, tu ferais mieux d'apporter sa peau à Kaniashwara, car le gouvernement a mis sa tête à prix pour 100 roupies. Mais tu ferais encore mieux de te taire quand tes aînés parlent. » Mowgli se leva pour partir. « Toute la soirée, je suis resté là, vous écoutant, jeta-t-il par-dessus son épaule, et sauf une ou deux fois, Buldeo n'a pas dit un mot de vrai sur la jungle qui est à sa porte. Comment croire alors ces histoires de fantômes, de dieux et de daims qu'il prétend avoir vues ? Il est grand temps que ce garçon aille garder les troupeaux, dit le chef du village, tandis que Buldeo soufflait et renâclait de colère devant l'impertinence de Mowgli. Selon la coutume de la plupart des villages hindous, quelques jeunes pâtres emmenaient le bétail et les buffles de bonne heure le matin et les ramenaient à la nuit tombante. Et les mêmes bestiaux qui fouleraient à mort un homme blanc se laissent battre, bousculer et ahurir par des enfants dont la tête arrive à peine à la hauteur de leur museau. Tant que les enfants restent avec les troupeaux, ils sont en sûreté, car le tigre lui-même n'ose pas charger le bétail en nombre. Mais s'ils s'écartent pour cueillir des fleurs ou courir après un lézard, il leur arrive d'être enlevés. Mowgli descendit la rue du village au point du jour, assis sur le dos de Rama, le grand taureau du troupeau. Et les buffles bleu ardoise, avec leurs longues cornes traînantes et leurs yeux hagards, se levèrent de leur étable, un par un, et le suivirent. Et Mowgli, aux enfants qui l'accompagnaient, fit voir très clairement qu'il était le maître. Il frappa les buffles avec un long bambou poli, et dit à Kamia, un des garçons, de laisser paître le bétail, tandis qu'il allait en avant avec les buffles, et de prendre bien garde à ne pas s'éloigner du troupeau. Un pâturage indien est tout en roches, en mottes, en trous et en petits ravins parmi lesquels les troupeaux se dispersent et disparaissent. Les buffles aiment généralement les mares et les endroits vaseux où ils se vautrent et se chauffent dans la boue chaude durant des heures. Mowgli les conduisit jusqu'à la lisière de la plaine, où la Waingunga sortait de la jungle. Là, il se laissa glisser du dos de Rama et s'en alla trottant vers un bouquet de bambous où se trouvait Frère Gris. « Ah, dit Frère Gris, je suis venu attendre ici bien des jours de suite. Que signifie cette besogne de garder le bétail ?»« Un ordre que j'ai reçu, dit Mowgli. Me voici pour un temps berger de village. Quelle nouvelle de Shere Khan ? Il est revenu dans le pays et t'a guetté longtemps par ici. Maintenant il est reparti, car le gibier se fait rare. Mais il veut te tuer. »« Très bien, fit Mowgli. Aussi longtemps qu'il sera loin, viens t'asseoir sur un rocher, toi ou l'un de tes frères, de façon que je puisse vous voir en sortant du village. Quand il reviendra, attends-moi dans le ravin, proche de l'arbre d'Ak, au milieu de la plaine. Il n'est pas nécessaire de courir dans la gueule de Shere Khan. » Puis Mowgli choisit une place à l'ombre, se coucha et dormit, pendant que les buffles paissaient autour de lui. La garde des troupeaux dans l'Inde est l'un des métiers les plus paresseux du monde. Le bétail change de place et broute, puis se couche et change de place encore, sans mugir presque jamais. Il grogne seulement. Quant aux buffles, ils disent rarement quelque chose, mais entrent l'un après l'autre dans les mares bourbeuses, s'enfoncent dans la boue jusqu'à ce que leurs mufles et leurs grands yeux bleus faïence se montrent seuls à la surface, et là, ils restent immobiles comme des blocs. Le soleil fait vibrer les rochers dans la chaleur de l'atmosphère et les petits bergers entendent un vautour, jamais plus, siffler presque hors de vue au-dessus de leur tête et ils savent que s'ils mouraient, ou si l'une des vaches mourait, ce vautour descendrait en fauchant l'air, que le plus proche vautour à des milles plus loin le verrait choir et suivrait, et ainsi de suite, de proche en proche, et qu'avant même qu'ils fussent morts, il y aurait là une vingtaine de vautours affamés venus de nulle part. Tantôt ils dorment, veillent, se rendorment, ils tressent de petits paniers d'herbes sèches et y mettent des sauterelles, ou attrapent des menthes religieuses pour les faire lutter,
Ils enfilent en collier des noix de jungle rouges et noires, guettent le lézard qui se chauffe sur la roche ou le serpent à la poursuite d'une grenouille près des fondrières. Tantôt ils chantent de longues chansons avec de bizarres trilles indigènes à la chute des phrases, et le jour leur semble plus long qu'à la plupart des hommes la vie entière. Parfois ils élèvent un château de boue avec des figurines d'hommes, de chevaux, de buffles, modelés en boue également, et ils placent des roseaux dans la main des hommes, prétendent que ce sont des rois avec leur armée, ou des dieux qu'il faut adorer. Puis le soir vient et les enfants rassemblent les bêtes en criant, les buffles s'arrachent de la boue gluante avec un bruit semblable à des coups de fusil, partant l'un après l'autre. Et tous prennent la file à travers la plaine grise pour retourner vers les lumières qui scintillent là-bas, au village. Chaque jour, Mowgli conduisait les buffles à leur marécage, et chaque jour, il voyait le dos de Frère Gris à 1,5 miles dans la plaine. Il savait ainsi que Shere Khan n'était pas de retour. Et chaque jour, il se couchait sur l'herbe, écoutant les rumeurs qui se levaient autour de lui et rêvant aux anciens jours de la jungle. Shere Khan aurait fait un faux pas de sa patte boiteuse là-haut, dans les fourrés, au bord de la Wagunga, que Mowgli l'eût entendu par ces longs matins silencieux. Un jour, enfin, il ne vit pas Frère Gris au poste convenu. Il rit et dirigea ses buffles vers le ravin proche de l'arbre d'ac que couvraient tout entier les fleurs d'un rouge doré. Là se tenait Frère Gris, chaque poil du dos hérissé. « Il s'est caché pendant 1 mois pour te mettre hors de tes gardes. Il a traversé les champs la nuit dernière avec Tabaqui, et il suivit ta voix chaude, fit le loup haletant. Mowgli fronça les sourcils. « Je n'ai pas peur de Shere Khan, mais Tabaqui, c'est plus d'un tour. » « Ne crains rien, dit Frère Gris en se passant légèrement la langue sur les lèvres. J'ai rencontré Tabaqui au lever du soleil. Il enseigne maintenant sa science aux vautours. Mais il m'a tout raconté, à moi, avant que je lui casse les reins. Le plan de Shere Khan est de t'attendre à la barrière du village ce soir. De t'attendre toi, et personne d'autre. En ce moment, il dort dans le grand ravin desséché de la Wagunga. A-t-il mangé aujourd'hui ou chasse-t-il à vide fit Mowgli, car la réponse signifiait pour lui la vie ou la mort. Il a tué à l'aube un sanglier, et il a bu aussi. Rappelle-toi que Shere Khan ne peut jamais rester à jeun, même lorsqu'il s'agit de sa vengeance. Oh, le fou, quel triple enfant cela fait! Mangé et bu, et il se figure que je vais attendre qu'il ait dormi? À présent, où est-il couché là-haut? Si nous étions seulement 10 d'entre nous, nous pourrions venir à bout tandis qu'il est couché, mais ces buffles ne chargeront pas sans l'avoir éventé, et je ne sais pas leur langage. Pouvons-nous le tourner, trouver la piste en arrière de façon qu'il puisse la flairer? Il a descendu la Wagunga à la nage de très loin, en amont, pour couper la voie, dit Frère Gris. C'est Tabaqui, je suis sûr, qui lui aura donné l'idée. Il n'aurait jamais inventé cela tout seul. Mowgli se tenait pensif, un doigt dans la bouche. Le grand ravin de la Wagunga. Il débouche sur la plaine, à moins d'un demi-mile d'ici. Je peux tourner à travers la jungle, mener le troupeau jusqu'à l'entrée du ravin, et alors, en redescendant, balayer tout. Mais il s'échappera par l'autre bout. Il nous faut boucher cette issue. Frère Gris, peux-tu me rendre le service de couper le troupeau en 2? Pas tout seul, peut-être, mais j'ai amené du renfort, quelqu'un de rusé. Frère Gris s'éloigna au trot et se laissa tomber dans un trou. Alors, de ce trou, se leva une énorme tête grise que Mowgli reconnut bien, et l'air chaud se remplit du cri le plus désolé de la jungle, le hurlement de chasse d'un loup en plein midi. « Akela, Akela » dit Mowgli en battant des mains. « J'aurais dû savoir que tu ne m'oublierais pas. Nous avons de la besogne sur les bras. Coupe le troupeau en 2, Akela. Retiens les vaches et les veaux d'une part, les taureaux de l'autre avec les buffles de la bourre. » Les 2 loups traversèrent en courant de ci de là, comme à la chaîne des dames, le troupeau qui s'ébroua, leva la tête, se sépara en 2 masses. D'un côté, les vaches, serrées autour de leurs veaux, qui se pressaient au centre, lançaient des regards furieux et piaffaient, prêtes, si un des loups s'était arrêté un moment à le charger et à l'écraser sous leurs sabots. De l'autre, les taureaux adultes et les jeunes, s'ébrouant aussi, frappant du pied, mais bien qu'ils parussent plus imposants, ils étaient beaucoup moins dangereux, car ils n'avaient pas de veaux à défendre. 6 hommes n'auraient pu partager le troupeau aussi nettement. « Quels ordres » haleta Akela. « Ils essayent de se rejoindre. » Mowgli se hissa sur le dos de Rama. « Chasse les taureaux sur la gauche, Akela. Frère Gris, quand nous serons partis, tiens bon ensemble les vaches et fais-les remonter par le débouché du ravin. »« Jusqu'où » dit Frère Gris, haletant et mordant de droite et de gauche. « Jusqu'à ce que les côtés s'élèvent assez pour que Shere Khan ne puisse les franchir, » cria Mowgli. « Garde-les jusqu'à ce que nous redescendions. » Les taureaux décampèrent aux aboiements d'Akela, et Frère Gris s'arrêta en face des vaches. Elles foncèrent sur lui, et il fuit devant elles jusqu'au débouché du ravin, tandis qu'Akela chassait les troupeaux loin sur la gauche.
Bien fait, un autre temps de galop comme celui-là et ils sont joliment lancés. Tout beau maintenant, tout beau Akela. Un coup de dent de trop et les taureaux chargent. Oui, c'est de l'ouvrage plus sûr que de court un daim noir. Tu n'aurais pas cru que ces lourdeaux pouvaient aller si vite, hein? Cria Mowgli. J'en ai chassé dans mon temps, souffla Akela dans un nuage de poussière. Faut-il les rabattre dans la jungle? Oui, rabat-les bien vite. Rama est fou de rage. Oh, si je pouvais seulement lui faire comprendre ce que je veux de lui maintenant. Les taureaux furent rabattus sur la droite cette fois-ci et se jetèrent dans les fourrés, s'enfoncèrent avec fracas. Les autres petits bergers, qui regardaient en compagnie de leur troupeau un demi-mile plus loin, se précipitèrent vers le village aussi vite que leurs jambes pouvaient les porter en criant que les buffles étaient devenus fous et s'étaient enfuis. Mais le plan de Mowgli était simple. Il voulait décrire un grand cercle en remontant, atteindre la tête du ravin, puis le faire descendre au taureau et prendre Shere Khan entre eux et les vaches. Il savait qu'après manger et boire, le tigre ne serait pas en état de combattre ou de grimper au flanc du ravin. Maintenant, il calmait la voix de ses buffles, et Akela, resté loin en arrière, se contentait de japper de temps en temps pour presser l'arrière-garde. Cela faisait un vaste, très vaste cercle. Il ne tenait pas à serrer le ravin de trop près pour donner déjà l'éveil à Shere Khan. À la fin, Mowgli parvint à rassembler le troupeau affolé à l'entrée du ravin, sur une pente gazonnée qui dévalait rapidement vers le ravin lui-même. De cette hauteur, on pouvait voir par-dessus les cimes des arbres jusqu'à la plaine qui s'étendait en bas. Mais ce que Mowgli regardait, c'étaient les flancs du ravin. Il put constater avec une vive satisfaction qu'il montait presque à pic et que les vignes et les lianes qui ont tapissé les parois ne donneraient pas prise à un tigre s'il voulait s'échapper par là. « Laisse-les souffler, dit Akela. Ils ne l'ont pas encore éventé. Laisse-les souffler. Il est temps de s'annoncer à Shere Khan. Nous tenons la bête au piège. » Il mit les mains en porte-voix, et là, dans la direction du ravin, c'était comme héler dans un tunnel, et les échos bondirent de rocher en rocher. Au bout d'un long intervalle, répondit le miaulement traînant et endormi du tigre repu qui s'éveille. « Qui appelle ?» dit Shere Khan. Et un magnifique paon s'éleva du ravin, battant des ailes et criant. « C'est moi, Mowgli, voleur de bétail. Il est temps de venir au rocher du conseil. »« En bas, pousse-les en bas, Akela. En bas, Rama, en bas !» Le troupeau hésita un moment au bord de la pente, mais Akela donna de la voix, lança son plein hurlement de chasse, et les buffles se ruèrent les uns derrière les autres exactement comme des steamers dans un rapide. Le sable et les pierres volaient autour d'eux. Une fois partis, il n'y avait plus moyen de les arrêter, et avant qu'ils fussent en plein dans le lit du ravin, Rama éventa Shere Khan et mugit. Le torrent de cornes noires, de mufles écumants, d'yeux fixes tourbillonna dans le ravin, absolument comme roulent les rochers en temps d'inondation. Les buffles plus faibles rejetaient vers les flancs du ravin qu'ils frôlaient en écorchant la brousse. Ils savaient maintenant quelle besogne les attendait en avant, la terrible charge des buffles à laquelle nul tigre ne peut espérer résister. Shere Khan entendit le tonnerre de leurs sabots, se leva, rampa lourdement vers le bas du ravin, cherchant de tous côtés un moyen de s'enfuir. Mais les parois étaient à pic. Il lui fallait rester là, lourd de son repas et de l'eau qu'il avait bu, prêt à tout plutôt qu'à livrer bataille. Le troupeau plongea dans la mare qu'il venait de quitter, en faisant retentir les trois vallons de ses mugissements. Mowgli entendit les mugissements répondre à l'autre bout du ravin et il vit Shere Khan se retourner. Le tigre savait que dans ce cas désespéré, mieux valait encore faire tête aux buffles qu'aux vaches et avec leurs veaux. Alors, Rama broncha, faillit tomber, continua sa route en piétinant quelque chose de flasque, puis les autres taureaux à sa suite pénétra dans le second troupeau à grand bruit, tandis que les buffles les plus faibles étaient soulevés des 4 pieds au-dessus du sol par le choc de la rencontre. La charge entraîna dans la plaine des 2 troupeaux renaclant, donnant de la corne et frappant du sabot. Mowgli attendit le bon moment pour se laisser glisser du dos de Rama et cogna de droite et de gauche autour de lui avec son bâton. « Vite, vite, Akela, arrête-les, sépare-les ou bien ils vont se battre. Emmène-les, Akela. Aïe! Rama, aïe, 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 les enfants, tout doux maintenant, c'est fini. » Akela et Frère Gris coururent de côté et d'autre en mordillant les buffles aux jambes, et bien que le troupeau fit d'abord volte-face pour charger de nouveau en remontant la gorge, Mowgli réussit à faire tourner Rama et les autres le suivirent, au marécage. Il n'y avait plus besoin de trépigner Shere Khan. Il était mort. Les vautours arrivaient déjà. « Frère, il est mort comme un chien, dit Mowgli en cherchant de la main le couteau qu'il portait toujours dans une gaine suspendue à son cou, maintenant qu'il vivait avec les hommes. Mais il ne se sera jamais battu. Voilà, sa peau fera bien sûr le rocher du conseil. Il faut nous mettre à la besogne, lestement. »
Un enfant élevé parmi les hommes n'aurait jamais rêvé d'écorcher seul un tigre de 10 pieds. Mais Mowgli savait mieux que personne comment on tient une peau de bête et comment elle s'enlève. Toutefois, c'était un rude travail. Mowgli tailla, tira, peina pendant 1 heure, tandis que les loups le contemplaient et l'aidaient à tirer lorsqu'il ordonnait. Tout à coup, une main tomba sur son épaule, et levant les yeux, il vit Buldeo avec son large mousquet. Les enfants avaient raconté dans le village la charge des buffles, et Buldeo était sorti, fort en colère, très pressé de corriger Mowgli pour n'avoir pas pris soin du troupeau. Les loups s'éclipsèrent dès qu'ils virent l'homme venir. « Quelle est cette folie » dit Buldeo d'un ton de colère. « Et tu te figures pouvoir écorcher un tigre ? Où les buffles l'ont-ils tué ? C'est même le tigre boiteux d'il y a 100, et il y a 100 roupies pour sa tête. Bien, bien, nous fermerons les yeux sur la négligence avec laquelle tu as laissé le troupeau s'échapper, et peut-être te donnerai-je 1 des roupies de la récompense quand j'aurai porté la peau à Kaniwara. » Il fouilla dans son pagne, en tira une pierre à fusil et un briquet, et se baissa pour brûler les moustaches de Shere Khan. La plupart des chasseurs indigènes ont coutume de brûler les moustaches du tigre pour empêcher son fantôme de le hanter. Dit Mowgli comme à lui-même, tout en rabattant la peau d'une des pattes. Ainsi tu emporterais la peau à Kaniwara pour avoir la récompense et tu me donneras peut-être 1 roupie. Eh bien, j'ai dans l'idée de garder la peau pour mon compte. Vieil homme, à bas le feu. Quelle est cette façon de parler au chef des chasseurs du village? Ta chance et ta stupidité et la stupidité de tes buffles t'ont aidé à tuer ce gibier. Le tigre venait de manger, sans quoi il serait maintenant à 20 miles. Tu ne peux même pas l'écorcher proprement, petit mendiant. Et il faut que ce soit moi, Buldeo, qui me laisse dire « Ne brûle pas ses moustaches !» Je ne te donnerai pas un hana de la récompense, mais une bonne correction, voilà tout. Laisse cette carcasse. Par le taureau qui me racheta, dit Mowgli en attaquant l'épaule. Dois-je rester tout l'après-midi à bavarder avec ce vieux singe? Ici, Akela, cet homme-là m'assomme. Buldeo, encore penché sur la tête de Shere Khan, se trouva soudain aplati dans l'herbe, un loup gris sur les reins, tandis que Mowgli continuait à écorcher, comme s'il n'y avait eu que lui dans toute l'Inde. « Oui, dit-il entre ses dents, tu as raison après tout, Buldeo, tu ne me donneras jamais un hana de la récompense. Il y a une vieille querelle entre ce tigre boiteux et moi, une très vieille querelle, et j'ai gagné. » Pour rendre justice à Buldeo, s'il avait eu 10 ans de moins et qu'il eût rencontré Akela dans les bois, il aurait couru la chance d'une bataille. Mais un loup qui obéissait aux ordres d'un enfant qui lui-même avait des difficultés personnelles avec des tigres mangeurs d'hommes, ce n'était pas un animal ordinaire. C'était de la sorcellerie, de la magie, de la pire espèce, pensait Buldeo, et il se demandait si l'amulette qu'il avait au cou suffirait à le protéger. Il restait là, sans bouger d'une ligne, s'attendant chaque minute à voir Mowgli lui-même se changer en tigre. « Maharaja, grand roi, murmura-t-il enfin d'un ton déconfit. « Eh bien, fit Mowgli sans tourner la tête et en ricanant. Je suis un vieil homme, je ne savais pas que tu fusses rien de plus qu'un petit berger. Puis-je me lever et partir, ou bien ton serviteur va-t-il me mettre en pièces? Va, et la paix avec toi. Seulement une autre fois, ne te mêle pas de mon gibier. Lâche-le, Akela. » Buldeo s'en alla, clopin-clopant, vers le village, aussi vite qu'il pouvait, regardant par-dessus son épaule pour le cas où Mowgli se serait métamorphosé en quelque chose de terrible. À peine arrivé, il raconta une histoire de magie, d'enchantement, de sortilège, qui fit faire au prêtre une mine très grave. Mowgli continua sa besogne, mais le jour tombait et les loups et lui n'avaient pas séparé complètement le corps de la grande et rutilante fourrure. Maintenant, il nous faut cacher ceci et rentrer les buffles. Aide-moi à les rassembler, Akela. Le troupeau rallié s'ébranla dans le brouillard du crépuscule. En approchant du village, Mowgli vit des lumières, entendit souffler et sonner les conques et les cloches. La moitié du village semblait attendre à la barrière. « C'est parce que j'ai tué Shere Khan, se dit-il. » Mais une grêle de pierres siffla à ses oreilles et les villageois crièrent « Sorcier, fils de loup, démon de la jungle, va-t'en bien vite ou le prêtre te rendra ta forme de loup. Tire, Buldeo, tire !» Le vieux mousquet partit avec un grand bruit et un jeune buffle poussa un gémissement de douleur. « Encore de la sorcellerie !» crièrent les villageois. « Il peut faire dévier les balles. Buldeo, c'est justement ton buffle. » « Qu'est-ce ci maintenant » demanda Mowgli stupéfait, tandis que les pierres s'abattaient de rue autour de lui. « Ils sont assez pareils à ceux du clan, tes frères d'ici, » dit Akela en s'asseyant avec calme. « Il me paraît que si les balles veulent dire quelque chose, on a envie de te chasser. »« Loup, petit de loup, va-t'en » cria le prêtre en agitant un brin de la plante sacrée appelée Tulsi. « Encore ? L'autre fois c'était parce que j'étais un homme, cette fois c'est parce que je suis un loup. Allons-nous-en, Akela. » Une femme,
c'était Messua, courut vers le troupeau et pleura. « Oh mon fils, ils disent que tu es un sorcier qui peut se changer en bête à volonté. Je ne le crois pas, mais va-t'en, ou ils vont te tuer. Buldeo raconte que tu es un magicien, mais moi je sais que tu as vengé la mort de Natou. »« Reviens, Messua !» cria la foule. « Reviens, ou l'on va te lapider !» Mowgli se mit à rire d'un vilain petit rire sec. Une pierre venait de l'atteindre à la bouche. « Rentre vite, Messua !» C'était une de ces fables ridicules qu'il répète sous le gros arbre à la tombée de la nuit. « Au moins, j'aurais payé la vie de ton fils. Adieu, dépêche-toi, car je vais leur renvoyer le troupeau plus vite que n'arrive leur tesson. Je ne suis pas sorcier, Messua. Adieu. » Maintenant encore un effort, Akela, cria-t-il. Fais rentrer le troupeau. Les buffles n'avaient pas besoin d'être pressés pour regagner le village. Au premier hurlement d'Akela, ils chargèrent comme une trombe à travers la barrière, dispersant la foule de droite et de gauche. « Faites votre compte !» cria dédaigneusement Mowgli. « J'en ai peut-être volé un. Comptez-les bien, car je ne serai plus jamais berger sur vos pâturages. Adieu, enfants des hommes, et remerciez Messua de ce que je ne vienne pas avec mes loups vous pourchasser dans votre rue. » Et il fit demi-tour et s'enfuit en compagnie du loup solitaire. Comme il regardait les étoiles, il se sentit heureux. « J'en ai assez de dormir dans des trappes, Akela. Prenons la peau de Shere Khan et allons-nous-en. Non, nous ne ferons pas de mal au village, car Messua fut bonne pour moi. » Quand la lune se leva, inondant la plaine de sa clarté laiteuse, les villageois terrifiés virent passer au loin Mowgli, avec 2 loups sur ses talons et un fardeau sur la tête. À ce trot soutenu des loups qui dévorent de longs miles comme du feu, alors ils sonnèrent les cloches du temple et soufflèrent dans les conques de plus belle, et Messua pleura. Et Buldeo broda l'histoire de son aventure dans la jungle, finissant par raconter que le loup se tenait debout sur ses jambes de derrière et parlait comme un homme. La lune allait se coucher quand Mowgli et les 2 loups arrivèrent à la colline du Conseil. Ils firent halte à la caverne de Mère Louve. « On m'a chassé du clan des hommes, mère, » héla Mowgli. « Mais je reviens avec la peau de Shere Khan, j'ai tenu parole. » Mère Louve sortit d'un pas raide, ses petits derrière elle, et ses yeux s'allumèrent lorsqu'elle aperçut la peau. « Je le lui ai dit, le jour où il fourra la tête et les épaules dans cette caverne réclamant ta vie. Petite grenouille, je lui ai dit que le chasseur serait chassé. C'est bien fait. »« Bien fait, petit frère, » dit une voix profonde qui venait du fourré. « Nous étions seuls dans la jungle sans toi. » Et Bagheera vint en courant jusqu'aux pieds nus de Mowgli. Ils escaladèrent ensemble le rocher du Conseil et Mowgli étendit la peau sur la pierre plate où Akela avait coutume de s'asseoir et la fixa au moyen de 4 éclats de bambou. Puis Akela se coucha dessus et lança le vieil appel du Conseil. « Regardez, regardez bien, ô loup !» Exactement comme il l'avait lancé quand Mowgli fut apporté là pour la première fois. Depuis la déposition d'Akela, le clan était resté sans chef, menant chasse et bataille à son gré, mais tous, par habitude, répondirent à l'appel, et quelques-uns boitaient pour être tombés dans des pièges, d'autres traînaient une patte fracassée par un coup de feu, d'autres encore étaient galeux pour avoir mangé des nourritures immondes, et beaucoup manquaient. Mais ceux qui restaient vinrent au rocher du Conseil, et là, ils virent la peau zébrée de Shere Khan étendue sur la pierre, et les énormes griffes qui pendaient au bout de ses pattes vidées. « Regardez bien, ô loup, ai-je tenu parole ?» dit Mowgli. Et les loups aboyèrent. « Oui. » Et l'un d'eux, tout déchiré de blessures, hurla. « Oh, Akela, conduis-nous de nouveau. Oh, toi, petit homme, conduis-nous aussi. Nous en avons assez de vivre sans loi et nous voulons redevenir le peuple libre. » « Non, ronronna Bagheera, cela ne se peut pas. Et si, repu, la folie va vous reprendre. Ce n'est pas pour rien que vous êtes appelé le peuple libre. Vous avez lutté pour la liberté, elle vous appartient. Mangez-la, ô loup. » Le clan des hommes et le clan des loups m'ont repoussé, dit Mowgli. Maintenant je chasserai seul dans la jungle. Et nous chasserons avec toi, dirent les 4 louveteaux. Mowgli s'en alla, et dès ce jour il chassa dans la jungle avec les 4 petits. Mais il ne fut pas toujours seul, car au bout de quelques années il devint homme et se maria. Mais c'est là une histoire pour les grandes personnes. La chanson de Mowgli, telle qu'il la chanta au rocher du Conseil lorsqu'il dansa sur la peau de Shere Khan. C'est la chanson de Mowgli. Moi, Mowgli, je chante que la jungle écoute quelles choses j'ai faites. Shere Khan dit qu'il tuerait, que près des portes au crépuscule, il tuerait Mowgli la grenouille. Il mangea, il but, bois bien, Shere Khan, quand boiras-tu encore? Dors et rêve à ta proie. Je suis seul dans les pâturages. Viens, frère gris, et toi, solitaire. Viens, nous chassons la grosse bête ce soir. Rassemblez les grands taureaux buffles, les taureaux à la peau bleue, aux yeux furieux. Menez-les çà et là, selon que je leur donne. Dors-tu encore, Shere Khan? Debout? Oh, debout! Voici que je viens et les taureaux derrière moi. Rama, le roi des buffles, frappa du pied. Oh, de la Wagonga, où Shere Khan s'en est-il allé?
Il n'est point saillie pour creuser des trous, ni mort le paon pour voler. Il n'est point mangue la chauve-souris pour se suspendre aux branches, petit bambou qui craquait. Dites où il a fui. Oh, il est là, ah oh, il est là, sous les pieds de Rama, Gilles le boiteux. Lève-toi, Shere-Khan, lève-toi et tue, voici du gibier, brise le cou des taureaux. Chut, il dort. Nous ne l'éveillerons pas, car sa force est très grande. Les vautours sont descendus pour la voir, les fourmis noires sont montées pour la connaître. Il se tient grande assemblée en son honneur. Ah là là, j'en ai rien pour me vêtir. Les vautours verront que je suis nue. J'ai honte devant tous ces gens. Prête-moi ta robe, Shere-Khan. Prête-moi ta gaie robe rayée, que je puisse aller au conseil du rocher. Par le taureau qui m'a payé, j'ai fait une promesse, une petite promesse. Il ne manque que ta robe pour que je tienne parole. Couteau en main, le couteau dont se servent les hommes, avec le couteau du chasseur, je me baisserai pour prendre mon dû. Ô de la Wagunga, soyez témoins que Shere-Khan me donne sa robe car il m'aime. Tire, frère gris, tire, Akela. Lourde est la peau de Shere-Khan. Le clan des hommes est irrité. Ils jettent des pierres et parlent comme des enfants. Ma bouche saigne, laissez-moi partir. À travers la nuit, la chaude nuit, courez vite avec moi, mes frères. Nous ne quitterons les lumières du village. Nous irons vers la lune basse. Ô de la Wagunga, le clan des hommes m'a chassé. Je ne leur ai point fait de mal, mais ils avaient peur de moi. Pourquoi? Le clan des loups, vous m'avez chassé aussi. La jungle m'est fermée, les portes du village aussi. Pourquoi? De même que Mang vole entre les bêtes et les oiseaux, de même je vole entre le village et la jungle. Pourquoi? Je danse sur la peau de Shere-Khan, mais mon cœur est très lourd. Les pierres du village ont frappé ma bouche et l'ont meurtri, mais mon cœur est léger, car je suis revenu à la jungle. Pourquoi? Ces deux choses combattent en moi comme les serpents luttent au printemps. L'eau tombe de mes yeux et pourtant je ris. Pourquoi? Je suis deux Mowgli, mais la peau de Shere-Khan est sous mes pieds. Toute la jungle sait que j'ai tué Shere-Khan. Regardez, regardez, ô loup. Ah, et mon cœur est lourd de choses que je ne comprends pas.